23 mars 1945, 21h. Rive ouest de la rivière Rhin près de Wesel, Allemagne. Les jumelles tremblaient imperceptiblement tandis qu'Aust Wilhelm Steinberg scrutait les eaux sombres du Rhin, enregistrant des observations dans son carnet de terrain qui serait plus tard retrouvé parmi les documents allemands capturés au quartier général du groupe d'armées. Les Américains ont atteint notre fleuve sacré, mais ils ne peuvent pas le traverser. Aucune armée n'a jamais traversé le Rhin sans pont contre une résistance allemande déterminée. Au crépuscule, il venait d'observer quelque chose qui renforçait 3 années de doctrine défensive de Wehrmacht. Des éclairs d'artillerie ont illuminé la rive occidentale. Des milliers de canons se préparaient à ce que les commandants allemands espéraient être un assaut fluvial traditionnel, nécessitant des jours de préparation, des opérations de pontage fixe et des points de passage vulnérables. Leurs canons de 88 mm pouvaient détruire systématiquement. En Allemagne, le Rhin protégeait la nation depuis 2 millénaires. Même aujourd'hui, alors que le Reich s'effondre des temps ouest, les ingénieurs militaires assurent aux commandants que la largeur de 1300 pieds du fleuve et ses courants rapides rendent impossible sa traversée sans de longs préparatifs techniques. 2000 hommes du 7e bataillon de la 51e Highland Division, Black Watch, se préparent à entrer dans l'eau. Pas à bord de bateaux d'assaut vulnérables qui feraient la navette sous le feu, n'attendant pas que les ingénieurs terminent les ponts flottants sous les bombardements de l'artillerie, mais à bord de véhicules que les renseignements allemands n'avaient malheureusement pas réussi à évaluer correctement. Les étranges camions en forme de bateaux désignés du coup avaient été observés en Normandie et en Italie, mais les analystes de Weimar les ont considérés comme des péniches de débarquement spécialisées pour les opérations sur la plage sans rapport avec la guerre fluviale. Les mathématiques de la défense de Rhin étaient sur le point d'être brisées, non pas par une puissance de feu supérieure ou un nombre écrasant, mais par l'ingéniosité industrielle américaine que les défenseurs allemands n'auraient jamais imaginé pouvoir mettre à profit sur leur dernière forteresse naturelle. Un échec systématique du renseignement qui transformerait les douves infranchissables de l'Allemagne en une autoroute pour les blindés alliés. L'effondrement avait commencé des mois plus tôt dans les évaluations des services de renseignement allemands. Aubu G. Blumentritt, chef d'état-major du maréchal Gerd von Rundstedt, témoignera plus tard devant les interrogateurs alliés sur la mauvaise interprétation fondamentale par le Wehrmacht des capacités amphibies américaines. Les rapports des services de renseignement de Sicile, de Salerne et de Normandie avaient décrit des chouins-vents et des camions nageurs, mais les analystes allemands les ont classés parmi les curiosités des excès américains, au même titre que les bateaux de glace et les bataillons de Coca-Cola. Parmi les défenseurs se trouvait le major Hans-Georg Model, fils du maréchal Walter Model, servant dans la première armée de parachutistes. Son journal personnel, capturé après sa capitulation en avril 1945, fournirait aux historiens un aperçu des hypothèses allemandes sur la défense de Rhin. Les officiers les plus expérimentés du Wehrmacht, des hommes qui avaient étudié les traversées de rivières du Dnieper au Seine, pensaient comprendre les lois immuables de l'assaut amphibie. Les attaquants avaient besoin d'une supériorité écrasante de l'artillerie, d'équipements de pontage spécialisés et, surtout, de temps pour établir des points de passage que les défenseurs pourraient cibler. Mais la première véritable révélation de l'ignorance allemande est venue dans les documents d'évaluation découverts dans les quartiers généraux capturés. Edmond Friedrich Wansil, un officier du renseignement de la 15e armée, avait compilé des rapports sur les équipements alliés mentionnant le Duco exactement 3 fois en 6 mois de documentation. Chaque référence les a rejetés comme des équipements d'opérations côtières sans rapport avec la guerre fluviale. Les rapports estimaient que les forces américaines possédaient entre 50 et 100 véhicules de ce type sur l'ensemble du théâtre européen. La réalité était stupéfiante. En mars 1945, plus de 2000 Duco opéraient sur le théâtre européen. L'armée américaine les avait organisés en sociétés spécialisées de camions amphibies, chacune disposant de 50 véhicules et d'équipages formés. Ces unités pratiquaient les opérations de traversée de rivières depuis la Normandie, développant une doctrine que les renseignements allemands n'avaient jamais détectée. Les Britanniques avaient reçu 2000 Duco via un pré-bail, ajoutant ainsi leurs propres innovations opérationnelles. Les forces canadiennes exploitaient 800 unités avec des modifications spécialisées pour temps froid. Le développement du Duco représentait la résolution de problèmes américaines la plus efficace. En avril 1942, lorsqu'un bateau de patrouille de la garde côtière s'est échoué sur un banc de sable près de Provincetown, dans le Massachusetts, les camions conventionnels ne pouvaient pas l'atteindre à travers les vagues et le sable. Cet incident mineur a déclenché une révolution dans la guerre amphibie qui contribuerait à terme à détruire le Troisième Reich. Palmer Clett Putnam, travaillant pour le Bureau de la recherche scientifique et du développement, s'est associé au concepteur de yacht Rod Stevens Jr. et à l'ingénieur Denny Piston pour imaginer un camion capable de passer facilement de l'eau à la terre. Lorsque Ford Motor Company déclina le projet,
affirmant qu'il était impossible de le réaliser dans les délais requis. General Motors Corporation accepta le défi le 23 avril 1942. L'équipe d'ingénierie de Yellow Truck & Coach Manufacturing Company de GMC à Pontiac, Michigan, a travaillé 24 heures sur 24. Le 2 juin 1942, soit seulement 38 jours plus tard, le premier prototype était déployé. Le véhicule combinait un châssis de camion GMC CCKW standard de 2,5 tonnes avec une coque étanche conçue par Sparkman et Stevens Yacht Architect. La désignation du coup provient du système de nomenclature de GMC. D pour l'année de conception 1942, U pour utilitaire, K pour transmission intégrale et W pour essieux arrière double. Le secret de la polyvalence du Duco réside dans plusieurs innovations. Frank Spear, de l'équipe d'ingénierie de GMC, a développé le système central de gonflage des pneus, CTIS, le premier système de ce type au monde, permettant au conducteur d'ajuster la pression des pneus tout en se déplaçant. Entre 10 et 12 livres par pouce carré, les pneus s'étendent largement pour une traction dans le sable et la boue. Entre 40 et 45 PSY, ils offraient une efficacité sur autoroute. Une hélice de 25 pouces entraînée par une boîte de transfert depuis la transmission principale assurait la propulsion aquatique à 5 nœuds, tandis qu'un gouvernail lié au volant permettait une transition en douceur de la navigation nautique à la navigation terrestre. Le major général Jacob Dix observa la première manifestation en juin 1942 et ordonna immédiatement une production en série. Le contrat initial prévoyait 2000 unités. À la fin de la guerre, GMC avait fabriqué 21 147 Duco au rythme sans précédent de 525 par mois pendant le pic de production, chacun coûtant $10 750. À peu près le prix de cette Jeep, mais avec des capacités qui s'avéreraient inestimables. En mars 1945, les défenses allemandes du Rhin se trouvaient dans un état que les commandants de la Wehrmacht refusaient de reconnaître, même à eux-mêmes. La première armée de parachutistes du général Alfred Schlemm, la force allemande la plus efficace restante à l'ouest, avait été saignée à blanc lors des batailles de Reichswald, perdant 90 000 hommes tués, blessés ou capturés. Les renforts arrivés pour défendre le Rhin étaient des unités Vulcairn, des vieillards et des garçons ayant reçu quelques semaines d'entraînement. Armés d'armes capturées et portant des brassards au lieu d'uniforme. Feldwebel Otto Kroos, de la 181e division d'infanterie positionnée près du navire, a écrit dans une lettre à sa femme datée du 20 mars. Les Américains sont désormais en face de nous, par milliers. Nous pouvons entendre leurs véhicules jour et nuit. Mais le Rhin nous protège. Même Napoléon ne pouvait pas franchir le Rhin contre l'opposition. Le génie a détruit tous les ponts et notre artillerie a enregistré tous les points de passage possibles. Les préparatifs défensifs paraissaient redoutables sur le papier. Depuis septembre 1944, plus de 200 000 ouvriers civils avaient été enrôlés pour renforcer les fortifications du mur ouest et les étendre vers le Rhin. 3000 bunkers en béton et positions de canons ont été construits ou renforcés. Le fleuve lui-même constituait ce que la doctrine allemande appelait l'obstacle d'eau parfait, trop large pour les ponts d'assaut, trop rapide pour les bateaux, trop profond pour les forages. Le maréchal Albert Kessler, qui avait pris le commandement à l'ouest après le limogeage de von Rundstedt, donna des ordres révélant les hypothèses allemandes. L'ennemi aura besoin de 48 à 72 heures pour établir des têtes de pont viables après les premières traversées. Cette fenêtre offre une opportunité de contre-attaque avec nos réserves mobiles. Ces réserves mobiles étaient constituées de 47 noyaux Panza avec environ 150 véhicules blindés opérationnels, chars, canons d'assaut et chasseurs de chars combinés pour couvrir un front de près de 200 m. Mais l'échec allemand le plus critique fut d'ordre conceptuel. La doctrine Wehrmacht, affinée au cours de 5 années de guerre, considérait les traversées de rivières comme des opérations séquentielles. Supprimer les défenseurs avec l'artillerie. Envoyer l'infanterie dans des bateaux d'assaut. Établir de petites têtes de pont. Commencer la construction du pont sous le feu. Renforcer progressivement à mesure que les ponts sont terminés. Puis enfin, envoyer une armure. Chaque phase a donné aux défenseurs la possibilité de concentrer leurs tirs et de lancer des contre-attaques. À l'insu des renseignements allemands, les forces alliées avaient rassemblé la plus grande concentration de véhicules amphibies de l'histoire le long de la rive ouest du Rhin. Le 22 mars 1945, des centaines de Duco avaient été positionnés dans des zones dissimulées à moins de 8 km des points de passage prévus. Chaque véhicule avait été imperméabilisé, inspecté mécaniquement et chargé de manifestes de fret spécifiques qui maintiendraient leur stabilité dans l'eau. Le lieutenant-colonel William Thompson, commandant la 458th Amphibie Truck Company, a rappelé la préparation méticuleuse. Nous savions que ce n'était pas la Normandie avec les marées et les obstacles de plage.
Il s'agissait de courants, de points de sortie, de coordination avec l'artillerie pour que nous ne soyons pas touchés par nos propres obus. Nous nous sommes entraînés sur la rivière Mars pendant 2 semaines, apprenant comment le Dieu se comportait dans des courants rapides. Les véhicules eux-mêmes avaient été modifiés sur la base de 3 années d'expérience au combat. Le blindage protège les pilotes et les composants mécaniques vitaux. Les supports en anneaux pour mitrailleuses de calibre 0,50 offraient une capacité d'autodéfense. Plus important encore, des pompes de billage spécialisées pourraient gérer la prise d'eau provenant des tirs d'armes légères, permettant aux Ducos de continuer à fonctionner même lorsque leur coque était perforée. Capitaine James Mitke, l'enfer de la 819 TH Amphibie Truck Company, a décrit le briefing final. Ils nous ont dit que nous allions faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. Utiliser le Duco comme véhicule d'assaut principal pour une traversée de rivière majeure. Non pas des navires de soutien, ni des transporteurs de ravitaillement après la construction des ponts, mais le véritable fer de lance. Chaque canard transporterait une escouade de fusiliers complète avec du matériel, traverserait le Rhin, remonterait la rive et déposerait les troupes directement dans les positions de combat. Les forces britanniques disposaient de leurs propres moyens amphibies. La 79e division blindée dirigée par le major général Percy Hobart avait amené 600 tracteurs amphibies LVT-4 Buffalo, chacun capable de transporter 30 hommes. Ceux-ci travailleraient aux côtés des Ducos américains dans ce qui deviendrait la plus grande traversée fluviale amphibie de l'histoire militaire. Mais ce sont les Ducos, avec leur capacité à passer en douceur des opérations maritimes aux opérations terrestres, qui se révéleront le plus dévastateurs pour les hypothèses allemandes. Le 23 mars 1945, à 17h, commença le plus grand bombardement d'artillerie de la campagne de Rhin. Plus de 4000 canons alliés, allant des obusiers de 25 livres aux obusiers de 240 mm, ont déclenché un barrage de 4 heures qui a semblé transformer l'air lui-même en un solide mur d'acier et d'explosifs. Les observateurs allemands ont rapporté que la rive orientale semblait bouillonner sous l'impact de milliers d'obus par minute. Gerhard Heinrich Müller, qui occupait un poste d'observation près du navire, a tenté de compter les éclairs de Bush à travers la rivière. Je me suis arrêté à 500. C'était comme regarder une ligne continue de flammes s'étendant du nord au sud aussi loin que je pouvais voir. Le bruit était au-delà de toute description. Pas des explosions individuelles, mais un rugissement continu qui rendait la pensée impossible. Sous le couvert de ce bombardement et de l'obscurité, les premiers Ducos entrent dans le Rhin à 21h. La 51e division Highland a mené l'assaut avec le 7e bataillon Black Watch chargé dans des Ducos exploités par des équipages américains. Chaque véhicule transportait 12 soldats entièrement équipés ainsi que son équipage de 2 hommes. Feu de navigation protégé pour être visible uniquement derrière les points d'entrée et de sortie marqués sur les 2 rives. Le sergent Robert M.C. Fersonson du Black Watch a décrit le passage à niveau. Nous avons dévalé la berge et tout à coup nous avons flotté. Le chauffeur américain a continué à conduire comme si nous étions toujours sur terre, sauf que maintenant l'eau coulait à toute vitesse. Le bruit des moteurs était épouvantable et nous pouvions entendre les obus allemands frapper l'eau autour de nous, mais nous ne pouvions rien voir dans l'obscurité et la fumée. Le courant s'avère plus fort que prévu, 8 à 10 nœuds dans le chenal principal. Les Duos ont été lancés en amont de leur point d'atterrissage prévu, leurs conducteurs calculant la dérive comme des navigateurs traçant les trajectoires des avions par vent de travers. Certains véhicules ont été emportés à des centaines de mètres en aval, mais leur capacité à remonter n'importe quelle berge raisonnablement inclinée leur permettait de sortir de la rivière où qu'ils se trouvent. Vers 22h, la première vague était passée. Les défenseurs allemands s'attendaient à entendre les bateaux d'assaut revenir pour une deuxième vague, mais n'entendirent que le rugissement continu de l'artillerie. Les Ducos avaient remonté tout droit la rive étaient disparus dans l'obscurité, leurs passagers engageant déjà les positions allemandes depuis des directions inattendues. À l'aube du 24 mars, les commandants allemands ont commencé à recevoir des rapports qui défiaient toute explication. Les troupes ennemies apparaissaient à des kilomètres à l'intérieur des terres depuis les points de passage, en bataillon avec des armes lourdes et des fournitures. Le modèle attendu d'expansion progressive des têtes de pont ne s'était pas concrétisé. Au lieu de cela, les forces alliées semblaient être partout à la fois. Edmond Karl Richet, commandant une batterie de canons de 88 mm positionnée pour couvrir le site de passage de Ry, rapporta au quartier général de la division, « Les blindés ennemis sont derrière nous. » Répétez. Les blindés ennemis sont derrière notre position. Comment ont-ils pu passer? Tous les ponts sont détruits. Nous n'avons vu aucune construction de ponton. Ce que Reich avait rencontré n'étaient pas des chars, mais des Ducos transportant des armes de soutien d'infanterie, des mortiers,
des mitrailleuses et des canons antichars qui s'étaient dirigés directement du Rhin vers des positions situées à 3 miles à l'intérieur des terres. La capacité amphibie du véhicule leur a permis de contourner les points forts allemands positionnés pour défendre les routes évidentes depuis la berge du fleuve. L'ampleur de l'opération est devenue évidente lorsque le brouillard matinal s'est dissipé. Des centaines de Ducos traversaient le Rhin en flux continu. Contrairement aux bateaux d'assaut qui nécessitaient des équipages de génie et étaient limités à des traversées perpendiculaires sur des sites préparés, les UKW pouvaient entrer et sortir de la rivière partout où les berges le permettaient. Les observateurs de l'artillerie allemande ont signalé que des camions nageurs traversaient des dizaines de points le long d'un front de 22 000. Le major Wilhelm Hoffmann, officier des opérations de la 185e division, a noté dans son journal de guerre, « L'ennemi a déployé un type de véhicule amphibie en nombre que nous n'avions jamais prévu. Notre plan défensif prévoyait 6 à 8 points de passage que nous pourrions cibler avec un tir concentré. Au lieu de cela, ils traversent partout. Nos canons ne peuvent pas attaquer autant de cibles simultanément. » Le passage de la 2e armée britannique à Wesel employait une combinaison dévastatrice de Ducos et de Buffalo LVTS. La 15e division écossaise a traversé à Buffalo, tandis que les Ducos apportaient leurs armes lourdes et leurs fournitures. À 8 heures du matin, malgré la résistance acharnée de la première armée de parachutistes, 3 divisions complètes traversaient le Rhin avec leur équipement complet. Le 24 mars à 10 heures, le tonnerre des moteurs d'avion s'ajoute à la cacophonie de la bataille. L'opération Varsity, la plus grande opération aéroportée d'une journée de l'histoire, a commencé lorsque l'immense armada aérienne est apparue au-dessus du Rhin. L'opération a impliqué plus de 1700 avions de transport et plus de 1350 planeurs transportant 16 000 parachutistes et troupes de planeurs. Il ne s'agissait pas du largage de parachutistes isolés auquel s'attendait la doctrine allemande, mais d'un coup de marteau coordonné conçu pour fonctionner avec l'assaut amphibie. L'Oberreiter Franz VBER de la 84e division d'infanterie surveillait depuis sa position près de Hankel. Le ciel est devenu noir à cause des avions. Les parachutes ont fleuri comme des fleurs, par milliers et par milliers. Nous pensions que c'était l'assaut principal, que les traversées de rivières étaient des diversions. Puis nous avons appris que les Américains étaient déjà à 10 km derrière nous avec leurs camions nageurs. Les forces aéroportées, la 17e division aéroportée américaine et la 6e division aéroportée britannique, ont atterri à portée d'artillerie des points de passage de Rhin, ce que les commandants allemands n'avaient pas prévu. Les opérations aéroportées précédentes avaient largué des parachutistes loin derrière les lignes ennemies pour qu'ils opèrent de manière indépendante. Cette fois, ils débarquèrent à seulement 10 km du fleuve, soutenant directement les forces amphibies. La coordination entre les forces aéroportées et amphibies décuple leur efficacité. Les Ducos transportant des munitions et des fournitures médicales se sont dirigés directement vers des positions aéroportées qui, lors d'opérations précédentes, auraient nécessité un ravitaillement aérien ou une liaison avec les forces terrestres. Quelques jours plus tard, les parachutistes blessés ont été évacués à bord de Ducos retournant vers la banque occidentale, ce qui est impossible dans les opérations aéroportées traditionnelles. Le soldat de première classe Donald Burgett de la 17e Airborne a écrit plus tard, « Nous nous battions pour ce carrefour lorsque ces camions-bateaux à l'aspect étrange sont arrivés. Pas d'éclaboussure, pas d'enlisement. Ils sont simplement sortis des bois comme des camions ordinaires, sauf que nous savions qu'ils venaient de traverser la Rhin. » Le chef d'équipe a crié, « Tout le monde a besoin de munitions. » Nous pensions avoir des hallucinations. Le 24 mars à midi, toutes les implications de l'assaut du Ducos sont devenues claires pour les commandants allemands. Il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle façon de traverser les rivières. Ce fut une révolution complète dans la logistique amphibie qui invalida toutes les hypothèses de leur planification défensive. Les traversées de rivières traditionnelles nécessitaient des phases séquentielles. Traversée d'assaut, consolidation de la tête de pont, construction de pont et enfin accumulation de ravitaillement. Chaque phase était vulnérable à une contre-attaque. Une fois construits, les ponts sont devenus des points d'étranglement critiques qui concentraient les cibles de l'artillerie et des attaques aériennes. Le Ducos a éliminé ces vulnérabilités. Le lieutenant-colonel George Sims, officier de logistique du 16e corps, avait établi ce qu'il appelait des autoroutes Ducos traversant le Rhin. Les véhicules chargés sur la rive ouest de munitions, de nourriture, de fournitures médicales et de carburant se sont simplement dirigés vers la rivière, l'ont traversée et ont été livrés directement aux unités de combat. Pas de déchargement au bord de la rivière, pas de transfert vers différents véhicules, pas d'attente au pont. Nous faisions rouler 50 Ducos par heure à notre point de passage, a rapporté Sims. Chacun transportait 2,5 tonnes de ravitaillement ou 25 hommes.
Cela représente 125 tonnes de fourniture ou 1250 soldats par heure, 24 heures sur 24. Les Allemands cherchaient toujours des ponts à bombarder, mais il n'y en avait pas, juste des camions qui roulaient sur l'eau. L'impact psychologique sur les défenseurs allemands fut dévastateur. Feldwebel Hermann Gutt du 2e régiment de parachutistes a écrit dans son journal « Ils ont un nombre illimité de véhicules qui nagent. Comment arrêter une armée capable de transformer n'importe quelle rivière en route? On fait sauter des ponts pour rien. Ils n'ont pas besoin de ponts. » Les sergents ravitailleurs ont rapporté des expériences surréalistes. Le sergent technique Anthony Russo de la 30e division d'infanterie a décrit l'établissement d'un dépôt de ravitaillement. Nous sommes à 5 km de la Rhine du côté allemand, à droite. Et voici un Duco tout droit sorti de l'eau, dégoulinant d'eau, transportant des plats chauds dans des conteneurs isothermes. Les cuisiniers de la rive ouest avaient préparé le repas, l'avaient chargé dans le canard et il nous arrivait directement. Café chaud en pleine bataille. Les Allemands ont dû penser que nous étions fous. Le 25 mars s'est levé avec les commandants allemands confrontés à une situation que la doctrine Wehrmacht n'avait jamais abordée. Le Rhin, la barrière historique de l'Allemagne, était devenu inutile, non plus conquis, non franchi, mais simplement contourné par l'ingéniosité industrielle américaine que les renseignements allemands avaient considérée comme une curiosité. Le général Alfred Schlemm, commandant la première armée de parachutistes, a tenu ce matin-là une conférence des commandants dans une ferme près de Brunan. Les archives survivantes de cette réunion, compilées à partir des témoignages d'officiers capturés, révèlent la profondeur de la consternation allemande. Schlemm aurait déclaré « Messieurs, nous nous préparions à mener la dernière guerre. Nous pensions que l'ennemi attaquerait notre forteresse. Au lieu de cela, ils l'ont contournée. » Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des premières 48 heures, le Duco avait transporté plus de 15 000 soldats à travers le Rhin. Plus grave encore, ils avaient déplacé 1200 véhicules, jeeps, camions et blindés légers. Les méthodes de croisement traditionnelles n'auraient pas donné leurs résultats depuis des jours. Les pièces d'artillerie traversaient et tiraient depuis la rive et avant même que les renseignements allemands ne confirment que les passages avaient eu lieu. Obu-Heinrich von Lüttichau, commandant les restes de la brigade Panzer 106, tenta de contre-attaquer près de Wesel le 25 mars. Le journal de guerre de son unité. Attaquer vers la rivière pour détruire la tête de pont ennemie. On n'a trouvé aucune tête de pont au sens traditionnel. Forces ennemies réparties sur un front de 15 km sans centre apparent. Véhicules de natation renforçant continuellement tous les points. Impossible d'identifier la cible critique. L'attaque échoue avec de lourdes pertes. Les Britanniques obtenaient un succès similaire. Les divisions écossaises avaient poussé 6000 à l'intérieur des terres à la fin du 25 mars, soutenues par des courses de ravitaillement continues du Duco. Les observateurs avancés de l'artillerie royale appelaient à des missions de tir alors qu'ils circulaient à bord du Duco, utilisant la mobilité du véhicule pour éviter les tirs de contre-attaque allemands. La traversée de Rhine a clairement mis en évidence l'asymétrie industrielle entre la production de masse américaine et la philosophie de l'artisanat allemand. Alors que les ingénieurs allemands avaient développé leur propre véhicule amphibie, le Land était un Schleyer LWS, la comparaison de la production révélait tout sur la raison pour laquelle l'Allemagne avait perdu la guerre. Le LWS était à bien des égards supérieur au Duco. Il pouvait transporter 20 hommes contre 25 pour le Duco, mais il disposait d'une meilleure protection blindée. Sa conception à chenilles offrait des performances supérieures dans la boue et la neige. Les ingénieurs allemands avaient résolu des problèmes complexes d'imperméabilisation des systèmes de voies et créé des pompes de billage fiables. En tant qu'œuvre d'ingénierie, c'était remarquable. Mais l'Allemagne n'avait produit qu'une centaine d'unités au total, et encore moins étaient en service opérationnel. Le LWS nécessitait des composants spécialisés, des artisans qualifiés pour l'assemblage et des matériaux rares pour son blindage et son imperméabilisation. Chaque unité coûtait environ 75 000 Reichsmarks, soit 7 fois le prix d'un Duco. Pendant ce temps, General Motors avait produit 21 147 Duco en utilisant les composants de camions existants et les méthodes de chaîne de montage. Le véhicule partageait son moteur, sa transmission, ses essieux et d'innombrables autres pièces avec le camion CCKW standard, dont 562 750 exemplaires ont été construits. Cette standardisation signifiait que tout mécanicien familier avec les camions militaires pouvait entretenir un Duco. Les pièces de rechange étaient abondantes. Les véhicules endommagés ont été rapidement réparés ou cannibalisés. Le sergent-chef Edwin Coleman, chef de la maintenance de la 462e compagnie de camions amphibies, a expliqué cet avantage. Nous avons gardé 90% de nos canards opérationnels tout au long de la traversée.
Quand quelque chose cassait, nous avions les pièces. Lorsque nous n'avions pas les pièces, nous pouvions adapter quelque chose à partir d'un camion ordinaire. Essayez de faire cela avec une arme miracle allemande spécialisée. La philosophie de production allait au-delà des simples chiffres. Les Ducos américains ont été conçus pour être faciles à utiliser. Tout soldat capable de conduire un camion pouvait apprendre à conduire un Duco en quelques heures. Les véhicules allemands nécessitaient des équipages hautement qualifiés. La production de masse américaine supposait que les opérateurs seraient des soldats citoyens avec une formation minimale. La conception allemande supposait des soldats professionnels avec des mois de préparation. Les récits personnels des deux côtés révèlent la dimension humaine de cette révolution technologique et tactique. Il ne s'agissait pas de statistiques de production abstraites ou d'évaluation stratégique, mais de jeunes hommes confrontés à la transformation de la guerre en temps réel. Le soldat de première classe James H. de la 89e division d'infanterie se souvient de sa première vue du Duco. Nous étions alignés en Cisjordanie, nous attendant à nous entasser dans des bateaux d'assaut sous le feu comme nous l'avions entraîné. Puis ces choses qui ressemblaient à des bateaux à roues dévalèrent la berge. Un type de la marine, oui, la marine, au milieu de l'Allemagne, nous fait signe de monter à bord. Je lui ai demandé, qu'est-ce que c'est que cette chose? Il a souri et a répondu, votre taxi pour Berlin, soldat. La présence du personnel de la marine américaine opérant des Ducos au plus profond de l'Europe continentale a ajouté à la confusion allemande. Le second du matelot, Robert Moody, affecté au détachement naval exploitant des Ducos pour le Ring Crossing, a décrit la réaction allemande. Nous avons capturé des Allemands qui regardaient simplement nos uniformes de la marine. Celui qui parlait anglais n'arrêtait pas de demander, comment va la marine américaine ici? L'océan est à 300 m. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qu'il voyait. Les récits allemands révèlent une démoralisation progressive à mesure que l'étendue des capacités amphibies américaines devenait claire. Lieutenant Friedrich Schultzer de la 338e division d'infanterie a écrit dans une lettre capturée après la reddition de son unité. Ils ont traversé la rivière comme si c'était une rue. Pas de furtivité, pas de précipitation entre les barges d'artillerie, mais de conduite. Des camions remplis de soldats traversent le Rhin. Nous leur avons tiré dessus, mais d'autres continuaient à arriver. Toujours plus. C'est pourquoi ils en ont eu autant. Heinrich Paul Braun, capturé le 26 mars, a déclaré aux interrogateurs, on nous a dit que le Rhin vous arrêterait pendant des semaines, que vous deviez construire des ponts que nous détruirions, que vos bateaux d'assaut seraient des cibles faciles pour nos canons. Personne ne nous a parlé des camions nageurs. Personne ne nous a prévenu que vous pouviez traverser n'importe où, n'importe quand. Nous nous sommes préparés à la mauvaise guerre. Le 26 mars 1945, 72 heures seulement après l'entrée du premier Duco dans le Rhin, la position défensive allemande s'était complètement effondrée. Ce que la doctrine Wehrmacht insistait sur le fait qu'il prendrait des semaines, avait été réalisé en 3 jours. La barrière du Rhin, dont la propagande prétendait qu'elle tiendrait jusqu'à ce que les négociations puissent sauver une partie du Reich, s'était évaporée. Les statistiques de ces 3 jours révèlent l'ampleur de la révolution. Duco avait réalisé plus de 5000 traversées individuelles. Ils avaient transporté 15 000 soldats, 1200 véhicules, 3000 tonnes de ravitaillement et évacué 2000 blessés. Les opérations de pontage traditionnelles, si elles avaient été nécessaires, auraient nécessité 2 semaines pour atteindre un débit similaire tout en étant constamment attaqués. Le feld-maréchal Bernard Montgomery, souvent critiqué pour sa prudence excessive, avait réalisé une surprise opérationnelle totale grâce à l'emploi massif de véhicules amphibies. Son rapport après action indiquait, l'ennemi s'attendait à ce que nous traversions le Rhin. Il ne s'attendait pas à ce que nous le traversions en voiture. Cette distinction s'est avérée fatale à leur défense. Le général Dwight Eisenhower a visité les sites de passage le 26 mars. Sa réaction enregistrée par le capitaine des secours Harry Butcher était révélatrice. Il a regardé les Ducos circuler d'avant en arrière comme un service de ferry. Il s'est tourné vers Bradley et a déclaré, avec ces choses, chaque rivière d'Allemagne est désormais une autoroute. Bradley a répondu, les Allemands sont en train de s'en rendre compte. L'effondrement psychologique était complet. Le journal d'Isef Gobel du 26 mars disait, la situation en Occident est devenue impossible. L'ennemi a traversé le Rhin sur un large front avec un nouveau type de véhicule amphibie que nous n'avions pas prévu. Notre dernière barrière naturelle a disparu. La guerre est perdue. Le 27 mars a vu la pleine exploitation de la percée de Rhin. Alors que les forces allemandes étaient en plein désarroi, les commandants alliés ont libéré leurs forces mobiles.
Les Ducos ayant accompli leur mission amphibie révélèrent désormais une autre capacité. Ils pouvaient fonctionner comme des camions ordinaires, avançant avec les fers de lance blindés. La 2e division blindée américaine, Elon Wheel, avait été ravitaillée en un temps record. Les équipages de chars ont décrit l'expérience surréaliste de suivre des Ducos qui venaient tout juste de sortir de la Rhine, encore dégoulinant d'eau alors qu'ils couraient sur les autobons allemands. Les véhicules amphibies transportaient du carburant et des munitions directement vers les unités de chars qui avançaient, éliminant ainsi la pause traditionnelle pour l'accumulation de ravitaillement après la traversée d'une rivière. Le major général Isaac White, commandant la 2e blindée, rapporta « Nous avons avancé de 50 000 rien que le 27 mars. Dans n'importe quelle opération précédente, nous aurions attendu que les ponts soient achevés et que les fournitures soient stockées. Au lieu de cela, les Ducos ont suivi notre rythme. Ils traversaient les rivières que nous rencontrions, recherchaient des sites de passage et établissaient des points de ravitaillement avant l'arrivée de notre corps principal. La résistance allemande s'est effondrée en poches isolées. Les unités qui s'étaient préparées à contre-attaquer les têtes de pont se sont retrouvées contournées par les forces alliées qui semblaient être partout simultanément. La doctrine défensive allemande rigide, basée sur l'identification et la destruction des points de passage fixes, n'avait aucune réponse aux centaines de véhicules amphibies créant à volonté leurs propres points de passage. Stans von Luck, l'un des commandants blindés les plus expérimentés d'Allemagne, rencontra les forces américaines près de Dorst le 28 mars. Ses mémoires décrivent la rencontre. Mon bataillon courait pour établir une position de blocage lorsque nous avons rencontré des troupes américaines déjà retranchées. J'ai demandé à un locataire de gauche capturé comment il s'était déplacé si rapidement. Il a montré une file de ses camions amphibies et a déclaré « Nous n'attendons pas les ponts ». C'est alors que j'ai vraiment compris que l'Allemagne avait perdu plus qu'une bataille. Nous avions perdu toute une forme de guerre. L'impact total du Duco sur le passage de la Rhine s'étend au-delà des statistiques impressionnantes des véhicules et des fournitures transportées. Les camions amphibies avaient fondamentalement modifié les mathématiques de l'assaut fluvial, créant des avantages qui s'accumulaient de façon exponentielle. Les traversées fluviales traditionnelles concentraient les forces en des points spécifiques, créant ainsi des cibles pour l'artillerie et les attaques aériennes. Les Ducos dispersèrent les passages sur tout le front, diluant la puissance de feu allemande. La doctrine Wehrmacht appelait à contre-attaquer les têtes de pont avant de pouvoir se consolider. Mais il n'y avait pas de tête de pont traditionnelle, juste une infiltration continue sur un large front. Le colonel William Thompson, qui commandait les opérations Duco pour la 9e armée, a calculé le gain de temps. Construire un lourd pont flottant sous le feu prenait généralement 12 à 24 heures minimum. Pendant ce temps, vous ne pouviez renforcer que par bateau d'assaut, peut-être une entreprise alors si tout s'est bien passé. Nous déplacions un bataillon par heure avec Duco dès la première minute de l'opération. L'impact médical a été profond mais souvent négligé. Le capitaine Dorothy Anderson, infirmière au 45e hôpital de campagne, a décrit le système d'évacuation. Les soldats blessés ont été chargés dans des Ducos sur la rive et conduits directement à notre hôpital du côté ouest. Pas de transfert entre véhicules, pas d'attente au pont. Nous faisions opérer les blessés moins d'1 heure après avoir été blessés. Cela n'était tout simplement pas possible avec les traversées fluviales traditionnelles. Le Duco a également permis des innovations tactiques impossibles avec les méthodes de franchissement conventionnelles. Les observateurs avancés de l'artillerie pourraient se déplacer rapidement dans Duco, rendant les tirs de contre-attaque allemands inefficaces. Les ingénieurs ont utilisé Duco pour transporter des sections de ponts, accélérant ainsi la construction de ponts traditionnels, tout en la rendant moins critique. Les stations de relais radio de Duco maintenaient les communications à travers la barrière d'eau. L'analyse d'après-guerre a révélé l'ampleur de l'échec des services de renseignement allemands concernant les capacités amphibies américaines. Le Wehrmacht avait observé Duco lors de plusieurs opérations. La Sicile, Salerne, Anzio, la Normandie, n'ont pourtant jamais compris leurs implications stratégiques pour les opérations de franchissement des fleuves. Le général-major Reinhard Galland, chef de l'armée étrangère à l'Est et plus tard fondateur des renseignements ouest-allemands, a admis dans ses mémoires « Nous avons méticuleusement catalogué l'équipement américain. Nous connaissions le Duco. Nous n'aurions tout simplement jamais imaginé qu'ils en rassembleraient des centaines pour traverser une rivière. Notre réflexion était limitée par nos propres limites. Comme nous ne pouvions produire qu'une poignée de véhicules amphibies, nous avons supposé que les Américains étaient confrontés à des contraintes similaires. Les dossiers des renseignements allemands capturés ont révélé une sous-estimation systématique. Une évaluation de février 1945 par le groupe d'armées H estimait que les forces alliées possédaient environ 100 à 150 véhicules amphibies adaptés aux opérations fluviales.
Le nombre réel était supérieur à 2000 rien que dans le 21e groupe d'armée. Un autre rapport a rejeté le Duco comme étant utile pour les opérations de ravitaillement une fois les plages sécurisées, mais inadapté aux opérations d'assaut. L'échec va au-delà des simples chiffres. Les renseignements allemands n'ont jamais identifié les compagnies spécialisées dans les camions amphibies, n'ont jamais détecté leurs exercices d'entraînement sur le Maas River, n'ont jamais reconnu la révolution doctrinale en cours. Ils se préparaient à combattre la traversée de la rivière à laquelle ils s'attendaient, et non celle qui a réellement eu lieu. Le major Joachim Engelmann, officier de renseignement de la première armée de parachutistes, a témoigné après sa capture. Nous avons étudié toutes les traversées de rivières alliées, du Rapido au Seine. Nous pensions comprendre leur méthode. L'emploi massif de véhicules amphibies ne faisait tout simplement pas partie de nos calculs. C'était comme s'ils avaient développé la capacité de faire voler des chars à travers la rivière, complètement en dehors de notre cadre de référence. Malgré la supériorité tactique et technologique démontrée au Rhin, la traversée ne se fait pas sans effusion de sang. Le coût humain, bien que bien inférieur à ce qu'auraient exigé les méthodes d'assaut traditionnelles, est resté important. Les pertes alliées dues aux opérations de pillage et universitaires s'élevaient à 6781, dont 3968 britanniques et du Commonwealth, 2813 américaines. Les forces aéroportées ont beaucoup souffert des tirs anti-aériens, certains avions étant abattus avant que les troupes puissent sauter. La 17e division aéroportée a perdu 430 tués au combat en une seule journée. Le Duco évacuant les blessés a essuyé le feu de l'artillerie allemande avec plusieurs véhicules perdus avec tous à bord. Oscar Friedanson, ingénieur de combat de la 89e division d'infanterie, a décrit la traversée de ses unités à Saint-Gorsouzen le 26 mars. Nous avons perdu 250 hommes sur 420 en essayant d'établir notre secteur. Les Ducos nous ont fait passer rapidement, mais les Allemands attendaient sur les hauteurs avec des mitrailleuses et des mortiers. La vitesse ne vous rend pas à l'épreuve des balles. Les pertes allemandes furent catastrophiques. La première armée de parachutistes a effectivement cessé d'exister en tant que force combattante. Plus de 16 000 prisonniers ont été capturés au cours des 72 premières heures. Beaucoup ont tout simplement abandonné leur position lorsqu'ils ont réalisé que la barrière de Rhin était tombée en panne. Des unités entières se sont retrouvées isolées alors que les forces transportées par Duco apparaissaient derrière elles. Gerhard Vera Hoffmann de la 84e division d'infanterie a été capturé le 25 mars. Son interrogatoire a révélé l'impact psychologique. Nous avons tenu nos positions pendant 2 jours, tirant sur les points de passage. Puis des Américains sont apparus derrière nous. Lorsque nous avons demandé aux prisonniers comment ils traversaient, ils nous ont montré du doigt ces camions nageurs. Notre locataire de gauche a jeté son arme et a déclaré « S'ils peuvent conduire des camions à travers le Rhin, la guerre est finie ». Personne n'a été en désaccord. L'un des épisodes les plus remarquables de la traversée du Rhin s'est produit le 25 mars lorsque le Premier ministre Winston Churchill a insisté pour traverser personnellement le Rhin. Ce n'était pas du simple théâtre. Churchill comprenait l'importance historique de la traversée du fleuve sacré par les armées alliées. Churchill, accompagné du maréchal Montgomery et du général Alan Brooke, premier observait les passages à niveau à partir d'un pont ferroviaire démoli à Wesel. Puis, contre l'avis urgent de ses services de sécurité et les ordres explicites d'Eisenhower, Churchill monta à bord d'un LCVP américain, avec une péniche de débarquement, un véhicule, du personnel, et traversa la rive orientale. L'aide de Montgomery au camp, le lieutenant-colonel Trimble Warren, a enregistré la scène. Le Premier ministre était absolument déterminé. Il dit « Je vais traverser le Rhin. J'ai attendu ce moment des années. » L'équipage américain fut horrifié lorsqu'il réalisa qui était son passager, mais Churchill était déjà à bord, le cigare serré entre les dents, faisant un V pour signifier des signes de victoire. Pendant 30 minutes, le Premier ministre britannique s'est tenu sur le sol allemand à l'est du Rhin, tandis que les obus de l'artillerie allemande tombaient suffisamment près pour asperger la fête de débris. Churchill aurait ramassé une poignée de terre et aurait dit « sol allemand ». Finalement, la traversée était militairement inutile et risquée, mais psychologiquement puissante. Le leader britannique debout sur le territoire allemand conquis. L'incident a révélé un autre avantage de l'assaut amphibie. Churchill pouvait traverser parce que les Ducos et les péniches de débarquement fonctionnaient en permanence. Avec un pont traditionnel, un tel passage aurait nécessité l'arrêt de la circulation militaire sur un pont critique. Le caractère distribué de l'opération amphibie a rendu possible le geste théâtral de Churchill. Le succès du passage de Rhin a accéléré la fin de la guerre européenne d'environ 3 semaines,
selon l'analyse d'après-guerre réalisée par l'enquête américaine sur les bombardements stratégiques. Cette accélération ne provenait pas du simple fait de traverser mais de la rapidité et de l'ampleur de l'opération permise par les véhicules amphibies. La doctrine traditionnelle du franchissement de rivières aurait nécessité des opérations séquentielles. Établissez de petites têtes de pont, construisez des ponts sous le feu, renforcez-les progressivement, puis éclatez-vous après l'accumulation de ravitaillement. Ce processus, même réussi, aurait pris au minimum 2 à 3 semaines. Les forces allemandes auraient eu le temps d'établir de nouvelles lignes défensives, de détruire les infrastructures et éventuellement de négocier. Au lieu de cela, les Alliés ont réalisé en 72 heures ce que la planification allemande prévoyait prendre des semaines. Le 26 mars, 3 armées alliées se précipitaient vers l'intérieur de l'Allemagne. La ruée, le cœur industriel de l'Allemagne, est encerclée. Le 1er avril, la rapidité de leur avancée empêcha les Allemands de détruire les usines, les ponts et les approvisionnements qui auraient pu prolonger la résistance. Le général Omar Bradley a calculé le nombre de vies sauvées. Si nous avions dû traverser le Rhin de manière traditionnelle, bateaux d'assaut, ingénieurs construisant des ponts sous le feu, renforts progressifs, nous aurions perdu au minimum 50 000 hommes. Le Ducos a transformé ce qui aurait dû être un bain de sang en un exercice de transport. L'impact stratégique s'est propagé vers l'Est. Les forces soviétiques, apprenant le succès du Rhine Crossing, accélérèrent leurs propres opérations vers Berlin, ne voulant pas que les alliés occidentaux s'emparent de la capitale nazie. La course entre l'Est et l'Ouest qui façonnerait l'Europe d'après-guerre fut intensifiée par la traversée du Rhin par les Ducos. Le 28 mars 1945, la structure de commandement allemande à l'Ouest s'était effectivement désintégrée. Les communications entre les unités se sont interrompues lorsque le quartier général s'est retiré ou a été envahi. La vitesse de l'avancée alliée permise par le succès du passage de Rhin a empêché toute réponse défensive coordonnée. Le maréchal Walter Model, commandant le groupe d'armée B, trouva ses forces divisées et piégées dans la poche de la RUR. Son ordonnance finale, rendue le 29 mars, révèle le désespoir. L'ennemi a réalisé l'impossible au Rhin. Une résistance accrue ne fait qu'augmenter la souffrance. Je libère tous les soldats de leur serment. Sauvez-vous du mieux que vous pouvez. Le mannequin s'est suicidé le 21 avril plutôt que de se rendre. L'effondrement psychologique était complet. Les soldats Wehrmacht qui s'étaient battus avec ténacité pour chaque village allemand se rendirent désormais en masse. Le Rhin avait eu une signification mythique. Sa perte signifiait que la guerre était véritablement terminée. Les unités qui auraient pu mener une guérilla ont tout simplement été dissoutes. Le moral des civils, déjà brisé par les bombardements, s'est complètement effondré. Le passage de Rhin a démontré qu'aucune barrière naturelle ne pouvait protéger l'Allemagne. Si le Rhin pouvait être franchi en 3 jours, à quoi bon continuer la résistance? Les autorités locales ont commencé à négocier la reddition de leur ville pour éviter la destruction. Hans Frank, gouverneur général nazi de Pologne, écrit dans son journal « Le Rhin est franchi. Le fleuve sacré qui a protégé l'Allemagne pendant 2000 ans est tombé en 72 heures. S'il y avait le moindre doute sur notre sort, il n'est plus. Nous ne sommes pas confrontés à la défaite, mais à l'anéantissement. » Le passage de Rhin a fondamentalement changé la conception militaire des opérations amphibies. Avant mars 1945, les assauts amphibies étaient principalement associés aux invasions maritimes. La Normandie et les îles du Pacifique. Le Rhin démontra que les capacités amphibies étaient tout aussi décisives dans la guerre continentale. L'histoire officielle de l'armée américaine conclut que l'emploi massif de Ducos au Rhin représente une révolution dans l'industrie militaire. C'est l'équivalent de l'introduction des blindés pendant la Première Guerre mondiale. La capacité de traiter les obstacles d'eau comme des autoroutes plutôt que comme des barrières modifie fondamentalement la planification opérationnelle. Les observateurs soviétiques attachés au quartier général allié prirent des notes minutieuses. Le colonel Ivan Yakouchine rapporta à Moscou, « Les Américains ont résolu le problème du franchissement des rivières grâce à la production industrielle de masse. Ils ont simplement construit tellement de véhicules amphibies que les rivières n'ont plus d'importance. Cela a des implications pour tout conflit futur en Europe. » L'armée britannique, bien qu'ayant participé à l'opération, a mené des études approfondies. Le brigadier Richard Goodbody a écrit « Nous ne devons plus jamais supposer que les barrières d'eau fournissent un avantage défensif significatif contre un ennemi doté d'un équipement amphibie approprié. Le passage de Rhin prouve que la capacité industrielle l'emporte sur l'avantage géographique. » Alors que les généraux revendiquaient le succès de la traversée du Rhin, les véritables héros étaient les équipages Ducos qui ont rendu cela possible. Ces hommes,
pour la plupart issus de détachements de la marine américaine, se sont retrouvés au milieu de l'Allemagne, opérant ce qui équivalait à des cibles flottantes. Le matelot de première classe Joseph Bernardini de l'unité navale 350 a décrit une traversée typique. Vous conduisez cette grande et lente cible sur 1300 pieds d'eau libre. Les années 80 allemandes vous tirent dessus. Des mortiers tombent autour de vous. Mitrailleuses essayant de trouver la portée. On ne peut pas beaucoup zigzaguer sinon le courant vous emmène. Il vous suffit de saisir le volant, d'appuyer sur l'accélérateur et de prier. Les équipes de maintenance ont fait des miracles pour maintenir du coopérationnel. Travaillant sous le feu, souvent dans l'obscurité, ils réparaient les brèches de la coque, remplaçaient les hélices endommagées par les débris et maintenaient les moteurs en marche malgré leur immersion dans l'eau de rinçage. Le sergent-chef Thomas Riley, de la section de maintenance de la 458e compagnie de camions amphibies, a déclaré « Nous collaborions avec tout ce que nous pouvions trouver. Des boîtes de rationnement martelées à plat, des morceaux de plaques de blindage allemandes et même des bouchons en bois. S'ils flottaient et bougeaient, nous le faisions fonctionner. » Les opérateurs britanniques du coup formés par les Américains ont ajouté leurs propres innovations. Le sergent-major William Davis du Royal Army Service Corps a développé une technique permettant d'utiliser le Duco pour sauver les équipages des chars détruits. Nous roulions jusqu'aux chars en feu, utilisions notre véhicule comme bouclier et tirions à bord les pétroliers blessés. L'eau qui s'écoulait de notre coque aidait à atténuer la chaleur. J'ai sauvé des dizaines de gars de cette façon. Après la guerre, les professionnels militaires allemands ont mené des études exhaustives sur leurs défaites. La traversée de Rhine figurait en bonne place dans ces analyses comme un échec de l'imagination autant que du matériel. Le général Franz Halde, ancien chef d'état-major, écrivait en 1948 « Nous avons préparé minutieusement la traversée alliée du Rhine. Nous avons positionné nos réserves, enregistré notre artillerie, préparé les démolitions. Nous avons tout fait correctement selon notre doctrine. Nous n'aurions tout simplement jamais imaginé que l'ennemi disposerait de centaines de véhicules capables d'ignorer l'existence du fleuve. » La dernière étude opérationnelle du Wehrmacht réalisée par des officiers allemands emprisonnés en 1946 admettait « Le déploiement américain en masse de véhicules amphibies représente une forme de guerre que nous n'avons ni anticipée ni pu contrer avec les ressources disponibles. » Même si nous avions su que l'industrie allemande n'aurait pas pu produire des chiffres comparables. Le passage de la Rhine a été perdu dans les usines de Détroit, pas sur les rives de la Rhine. Le colonel général Inskdorion, père de la guerre blindée allemande, a peut-être offert l'observation la plus perspicace. Nous, les Allemands, avons perfectionné l'art de la guerre. Les Américains ont perfectionné le métier de la guerre. Au Rhine, le business bat l'art. Leurs camionnageurs n'étaient ni élégants, ni sophistiqués, mais ils étaient nombreux et efficaces. C'est la manière américaine de faire la guerre. Malgré son impact décisif, le rôle du Duco dans la traversée du Rhine a été largement éclipsé par des événements plus dramatiques, la prise du pont Remaran, l'opération aéroportée massive, la bataille décisive de Montgomery. Pourtant, les anciens combattants ont compris la véritable signification du camion amphibie. Le général Dwight Eisenhower a écrit dans ses mémoires croisades en Europe, les analystes débattront de ce qui a le plus raccourci la guerre, le bombardement stratégique, la pression soviétique ou l'unité alliée. Je crois que les historiens sous-estiment le simple Duco. Sans cela, le Rhine aurait été un terrain de massacre. Avec lui, nous sommes allés en Allemagne comme des touristes en vacances. Les Ducos ont continué à servir après le Rhine. Ils traversèrent l'Ela, le Danube et des dizaines de petits fleuves. Ils évacuèrent les survivants des camps de concentration trop faibles pour marcher. Ils transportaient de la nourriture aux civils affamés dans les zones isolées. Les véhicules qui ont brisé la dernière barrière allemande sont devenus des instruments d'aide humanitaire. Le sergent technique Paul Morrison de la 336e compagnie de camions amphibies se souvient avoir utilisé son Duco après la capitulation de l'Allemagne. Le même véhicule qui a traversé la Rhine sous le feu livrait désormais de la nourriture aux enfants allemands dans les zones inondées près de Hambourg. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil. Un camion qui savait nager. Les enfants nous poursuivaient en criant « chariot de natation, chariot de natation ». C'est drôle comme quelque chose construit pour la guerre a fini par sauver des vies après celle-ci. Les 21 147 Duco produits pendant la Seconde Guerre mondiale représentaient plus que de simples véhicules. Ils incarnaient la philosophie industrielle américaine. Alors que les ingénieurs allemands recherchaient la perfection en petit nombre, les fabricants américains recherchaient l'adéquation en quantité écrasante. Cette philosophie s'étendait au-delà de Duco. Les mêmes usines produisant des camions amphibies en produisaient deux.
Camion de 5 tonnes au rythme de 10 000 par mois. L'acier pour les trous Duco provenait d'usines produisant des navires Liberty toutes les 42 heures. Les moteurs étaient construits sur des chaînes de montage qui pouvaient passer des moteurs de camions aux moteurs d'avion en passant par les moteurs de chars avec un réoutillage minimal. Donald Nelson, président du comité de production de guerre, a visité une chaîne de montage Duco en 1944. Il a observé, en 1 heure, je les ai vus réaliser 6 Duco, chacun imparfait selon les normes allemandes. Des soudures grossières, des solutions simples, peints en vert olive. Mais chacun traverserait le Rhin. Les usines allemandes passeraient un mois à construire un véhicule amphibie parfait. Nous en avons construit 180 assez bons au cours de cette période. La comparaison avec le land allemand Schler a révélé les limites de l'approche de production artisanale. Chaque LWS nécessitait des travailleurs spécialisés, des composants personnalisés et des tests approfondis. Lorsque les bombardements alliés ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, la production a complètement cessé. Un composant manquant signifiait pas de véhicule. La production américaine de Duco a simplement remplacé des pièces alternatives et a continué. Le succès du passage du Rhin s'est répercuté tout au long des dernières semaines de la guerre. Les unités allemandes de tout le Reich apprirent que les alliés occidentaux avaient facilement franchi la dernière barrière. Le moral, déjà fragile, s'est complètement brisé. En Italie, les forces allemandes qui occupaient des positions dans les montagnes depuis des mois ont soudainement commencé à se retirer. Le maréchal Kessler a rapporté, la nouvelle du passage de Rhin a provoqué une détérioration immédiate du moral des troupes. Les soldats se demandent si la Rhin ne peut pas les arrêter, qu'est-ce qui peut le faire? Je n'ai pas de réponse. Les forces allemandes en Norvège, au Danemark et aux Pays-Bas, contournées mais toujours dangereuses, ont commencé à négocier des capitulations locales. Le mythe de la rivière imprenable avait entretenu l'espoir d'une paix négociée. Sa chute en 72 heures a rendu inutile la poursuite de la résistance. Même à Berlin, assiégé par les forces soviétiques, le passage de la Rhin a eu un impact. La dernière conférence militaire enregistrée d'Hitler, le 27 avril, incluait ses lamentations. Le Rhin a été perdu car nous n'avions pas anticipé ses capacités amphibies. Nous nous sommes préparés à la mauvaise guerre. C'était peut-être sa seule évaluation militaire précise de l'ensemble du conflit. Lors d'une réunion d'anciens combattants de Rhin Crossing en 1985 à Lexington, dans le Kentucky, des soldats vieillissants se sont rassemblés pour se souvenir de ces 3 jours qui ont mis fin au dernier espoir de l'Allemagne nazie. Les Ducos, quelques-uns conservés comme monuments, ont particulièrement retenu l'attention. L'ancien sergent James Mitchell, qui commandait un Duco dans la 819 TH Amphibie Truck Company, se tenait à côté de l'un des véhicules préservés. C'est laid, n'est-ce pas? Comme un bateau qui s'est accouplé à un camion et n'a produit ni l'un ni l'autre, mais ce vilain petit canard a nagé dans le Rhin alors que les nazis pensaient que cela était impossible. Nous ne les avons pas battus. Nous les avons surproduits, surinnovés, surimaginés. L'ancien écrivain d'Oberg Hans Müller, qui avait défendu le Rhin avec la 181e division d'infanterie, était présent en tant qu'invité. Son discours aux anciens combattants était puissant. Vous avez amené des camions nageurs à une bataille fluviale. Nous avons apporté des canons anti-chars pour arrêter les camions nageurs. Dès l'instant où j'ai vu ces véhicules sortir du Rhin, j'ai su que la guerre était finie. Pas perdu, c'est fini. Vous ne pouvez pas combattre un ennemi qui transforme votre meilleure défense en autoroute. Les retrouvailles ont mis en lumière une vérité profonde. La traversée de Rhin a réussi non pas grâce à un courage supérieur ou à un génie tactique, mais grâce à une capacité industrielle canalisée par l'innovation. Les héros étaient autant les ouvriers à la chaîne du Pontiac que les soldats en Allemagne. La période du 23 au 26 mars 1945 marque bien plus qu'une opération militaire réussie. Elle représentait le triomphe de la démocratie industrielle américaine sur l'aristocratie militaire allemande, de la production de masse sur la perfection artisanale, de l'innovation pragmatique sur la doctrine rigide. Le Duco lui-même était typiquement américain, non pas le meilleur véhicule amphibie possible, mais le meilleur qui pouvait être produit en série avec la technologie existante. Elle a résolu les problèmes par la quantité plutôt que par la qualité, par la standardisation plutôt que par la spécialisation. Il était exploité par des soldats citoyens ayant une formation minimale plutôt que par des guerriers professionnels possédant des années d'expérience. Cette approche a horrifié les professionnels militaires allemands. Le général von Runet, en captivité britannique, se plaignit, la guerre est devenue une affaire de directeur d'usine plutôt qu'un art de général. Vos camions nageurs n'étaient pas des armes de guerre mais des produits de l'industrie. Vous nous avez vaincus non pas sur le champ de bataille mais dans l'usine.
Pourtant, cette transformation était précisément le but. L'Amérique a démocratisé la guerre tout comme elle a démocratisé la production. Le Duco représente, il s'agit non seulement de capacités militaires, mais aussi d'idéologie industrielle. La conviction que tout problème peut être résolu grâce à une production suffisante et correctement organisée. Le bilan final de l'opération du franchissement de la Rhine révèle l'impact décisif du Duco. Véhicules impliqués. Des centaines de Duco en opération directe de passage à niveau REN. 600 LVTS British Buffalo en soutien. Plus de 2000 Duco disponibles en théâtre. Environ 100 LWS allemands produits. Peu opérationnels. Réalisation des transports. 23 au 31 mars 1945. Plus de 15 000 soldats ont transité, 1200 véhicules transportés, 3000 tonnes de fournitures livrées, 2000 blessés évacués, plus de 5000 passages Duco individuels achevés. Comparaison de production 21 147 Duco fabriqués par les États-Unis. 562 750 camions standards partageant des composants Duco. Environ 100 LWS produits par l'Allemagne. 0 véhicule allemand spécialement conçu pour l'assaut fluvial. Le temps prend 38 jours entre le concept Duco et le prototype. 72 heures pour percer les défenses de Rhine. 3 semaines de guerre raccourcies par une traversée rapide. On estime que 50 000 victimes alliées ont été évitées. Analyse des coûts 10 750 $ par marque Ducosonic par LWS. Rapport de coût de 7, favorisant la production américaine. Avantage infini dans le déploiement réel. Le rôle du Duco dans la traversée du Rhine transcendait son impact militaire immédiat. Cela a démontré que la surprise technologique pouvait être obtenue non pas grâce à des armes secrètes, mais à travers le déploiement massif de capacités que les ennemis considéraient comme insignifiantes. La doctrine militaire d'après-guerre incorporait les leçons de Rhine. Les plans de guerre de l'OTAN pendant la guerre froide mettaient l'accent sur les véhicules amphibies pour traverser les nombreux fleuves d'Europe de l'Est. L'Union soviétique a développé des familles entières de véhicules amphibies, tirant les leçons du succès américain. Les forces militaires modernes considèrent la capacité de franchissement des rivières comme essentielle plutôt que spécialisée. Au-delà des implications militaires, le passage de Rhine a validé la philosophie de production américaine. La qualité comptait moins que la quantité si la quantité était suffisante. La perfection importait moins que la disponibilité. La sophistication importait moins que la fiabilité. Ces leçons ont façonné l'industrie américaine d'après-guerre bien au-delà des applications militaires. Le plan Marshall, qui a reconstruit l'Europe, reflétait la philosophie Duco, une aide massive standardisée plutôt que des solutions personnalisées. Le réseau routier interétatique a appliqué les leçons de la logistique militaire. Cette démonstration fortuite de puissance industrielle a fait plus pour convaincre les Allemands de l'inévitabilité des défaites que n'importe quelle propagande ne pourrait le faire. Les entretiens d'après-guerre avec des civils allemands ont révélé des thèmes cohérents. Ils s'attendaient à ce que les Américains soient arrêtés au Rhine pendant des semaines ou des mois, ce qui laisserait le temps aux armes miracles ou aux négociations. Au lieu de cela, les Américains ont traversé la frontière en 3 jours en utilisant des véhicules dont les Allemands ignoraient l'existence en si grand nombre. Le choc fut profond et durable. Fra Elisabeth Becker, qui vivait près de Vasil, se souvient, nous avons entendu l'artillerie le 23 mars. Un tonnerre terrible toute la nuit. Nous nous attendions à des semaines de bataille. Le 26 mars, des camions américains passaient devant notre maison, encore mouillés par la traversée. Mon père, un vétéran de la Grande Guerre, les a vus et a dit, quand votre ennemi peut conduire des camions sur les rivières, la guerre est finie. Il avait raison. Cet effondrement psychologique a accéléré l'acceptation allemande de la défaite et de l'occupation. Les mouvements de résistance qui auraient pu émerger ne se sont jamais concrétisés. La démonstration de la capacité industrielle américaine au Rhine a convaincu les Allemands que la résistance était vaine, non pas à cause d'une défaite militaire, mais à cause de l'obsolescence technologique. Winston Churchill, qui avait personnellement traversé le Rhine pendant l'opération, a peut-être offert l'évaluation la plus éloquente de ses mémoires de guerre. La traversée du Rhine en mars 1945 marqua non seulement la brèche de la dernière barrière allemande, mais aussi le triomphe d'une nouvelle forme de guerre. Les Américains, avec leurs camions amphibies, avaient résolu par l'industrie ce que nous, Européens, avions tenté par la stratégie. Ils n'ont pas vaincu les Rhines. Ils l'ont ignoré. J'ai observé ces véhicules disgracieux, mi-bateau, mi-camion, tout à fait efficaces, traverser les eaux qui protégeaient l'Allemagne depuis les légions de Rome. Chaque Duco était un messager de malheur pour l'Allemagne nazie, transportant non seulement des soldats,
mais aussi une preuve de la suprématie industrielle américaine. Au cours de ma longue vie, j'ai été témoin de nombreuses innovations militaires, la mitrailleuse, le char, l'avion. Mais peu m'ont autant impressionné que ces simples camions nageurs du Rhin. Ils ne représentaient pas l'éclat technologique, mais le génie organisationnel, non pas le perfectionnisme à l'allemande, mais le pragmatisme à l'américaine. Lorsque je me tenais sur la rive du Rhin le 25 mars 1945, regardant les ducos émerger du fleuve comme des bêtes primordiales évoluant de la mer à la terre, je savais que j'assistais non seulement à la fin de l'époque. La guerre, mais le début du siècle américain. Le 7 mai 1945, 6 semaines seulement après la traversée du Rhin, le général Alfred Jodl signait à Rhein la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Parmi les facteurs qu'il a cités pour expliquer la défaite de l'Allemagne figuraient les capacités amphibies inattendues de l'ennemi au Rhin. Cet aveu, enfoui dans de plus longues explications sur les bombardements stratégiques et la pression soviétique, révéla le véritable impact du passage. Le rapport final du général Eisenhower en tant que commandant suprême attribuait un crédit important aux ducos. Aucune pièce d'équipement n'a autant contribué à la conquête rapide de l'Allemagne que le camion amphibie. Il a transformé les rivières d'obstacles en autoroutes, a transformé la logistique de l'imitation en avantage et a raccourci la guerre de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. La dernière traversée opérationnelle du Rhin par Duco eut lieu le 10 mai 1945, 2 jours après la capitulation de l'Allemagne. Il transportait non pas des soldats mais des vivres pour les civils allemands dans des zones isolées coupées par des ponts détruits. Le véhicule qui a brisé la dernière barrière militaire allemande est devenu un instrument d'aide humanitaire. Le soldat de première classe Anthony de Marco conduisant ce dernier Duco à travers le Rhin se souvient, pas de tir, pas d'artillerie, juste la traversée comme si c'était une croisière du dimanche. Des enfants allemands attendaient sur la rivet, espérant que nous avions du chocolat. 4 mois plus tôt, leur père aurait tenté de nous tuer. Maintenant, nous apportions de la nourriture. C'est ce que ces canards ont fait. Transformer l'impossible en routine, les ennemis en personne ayant besoin d'aide. La traversée du Rhin en mars 1945 constitue un moment décisif dans l'histoire militaire, non seulement en raison de son génie tactique ou de son importance stratégique, mais aussi en raison de ce qu'elle représente quant à la nature changeante de la guerre. Le Duco, disgracieux, sans blindage, sans particularité, avait rendu inutile une barrière qui protégeait l'Allemagne pendant 2 millénaires. Les défenseurs allemands, préparés à toutes les éventualités que leur doctrine pouvait imaginer, n'ont jamais imaginé que l'industrie américaine puisse produire plus de 21 000 véhicules qui rendraient les rivières inutiles. Ils se sont préparés à une mauvaise guerre, non pas par incompétence, mais par incapacité à imaginer la capacité productive américaine. Le Rhin n'a pas été conquis. C'était industriellement obsolète. Les centaines de Ducos qui traversèrent le Rhin entre le 23 et le 31 mars 1945 transportaient bien plus que des soldats et du ravitaillement. Il apportait la preuve que la production de masse américaine pouvait transformer les hypothèses fondamentales de la guerre. Chaque soldat allemand qui a vu un Duco remonter la rive orientale de la Rhin a été témoin de la fin des limitations militaires traditionnelles. Le maréchal Montgomery a résumé l'opération avec une brièveté inhabituelle. Nous n'avons pas attaqué le Rhin. Nous l'avons traversé. Cette transformation de l'extraordinaire en banal, de l'impossible en routine fut la véritable victoire du Duco. Le Rhin Crossing a démontré que dans la guerre moderne, la capacité industrielle, correctement appliquée, pouvait réaliser ce que le génie militaire seul ne pouvait pas réaliser. La Wehrmacht, peut-être la force militaire la plus compétente de l'histoire sur le plan professionnel, a été vaincue non pas grâce à une stratégie ou des tactiques supérieures, mais grâce à des camions nageurs produits sur les chaînes de montage de Détroit. En fin de compte, les défenseurs allemands avaient raison dans leur évaluation d'avant-guerre. Le Rhin n'a pas pu être franchi malgré une résistance déterminée par les méthodes traditionnelles. Ils n'auraient tout simplement jamais imaginé que l'industrie américaine rendrait obsolètes les méthodes traditionnelles. Les Ducos qui ont traversé la Rhin à la nage en mars 1945 ne transportaient pas seulement des soldats. Ils portaient l'avenir de la guerre, où la puissance industrielle l'emporterait sur l'avantage géographique, où la production de masse vaincra la perfection artisanale, où l'innovation pragmatique écraserait la doctrine rigide. La véritable leçon de Rhin Crossing n'était pas militaire, mais industrielle. Dans les guerres totales du XXe siècle, la victoire n'appartenait pas aux meilleurs soldats, mais aux meilleures usines. Les défenseurs allemands ne savaient pas que les Américains disposaient de camions amphibies pour traverser le Rhin, non pas à cause d'un manque de renseignements, mais parce qu'ils ne pouvaient pas en concevoir autant. Cet aveuglement conceptuel, plus que toute erreur tactique, a condamné le dernier combat du Troisième Reich au sacré de l'Allemagne.